Good morning. Ça va? Ça va bien? Moi, je m'appelle Charlie. Je suis anglais, donc j'ai un accent quand je parle. Donc, ça va bien se passer. Je cherche d'être utile. Je cherche à aider les dirigeants à changer de regard. Et je suis passionné pour un sujet qui s'appelle Regenerative Leadership. Et merci beaucoup, l'entreprise du futur, pour ce rappel. Merci RL et Elban, Fabrice, pour cette introduction. Entreprise du futur, c'est un peu mon truc. Il n'y a pas si longtemps, quand j'avais un peu de cheveux, tout à gauche, je travaille chez Decathlon, en effet. Je travaille dans l'équipe RSE et après, j'étais chargé de mener un super projet de vision 2030, on appelait ça. Là, c'est 2019, juste avant le Covid, où on pourrait être ensemble et on pourrait travailler ensemble. Là, il y a 57 personnes qui étaient mon équipe et notre job, c'était de rêver de l'entreprise de demain. Rêver de l'entreprise de demain, rêver le décathlon de demain, un process d'intelligence collective massif, digital, mondial, ouvert aux externes et basé sur la théorie U, si vous connaissez le truc. Une grande expérimentation vivante. Et pendant ce moment-là, donc j'avais dit, j'ai décidé d'ouvrir l'exercice aux externes. J'étais de l'avis que Decathlon existe grâce à vous. Simplement, Decathlon, entreprise française, vous connaissez, j'ai rien à vendre. Mais Decathlon existe grâce à vous. Et je me suis dit, dès qu'on fasse un exercice en vision interne, c'est toujours le même résultat. Tout le monde est très fier, tout le monde sait d'où on vient ou là où on veut y aller. Et c'est très égocentrique et très qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on est génial. Why not? Je me suis dit, c'est intéressant de faire venir des externes, ceux qui sont vraiment à la clé de notre succès, pour entendre un petit peu ce qu'ils ont à dire. Et justement, quand on ouvre aux externes ce qu'ils ont à dire, ils disent les vérités, en fait. Ils disent les choses du genre à fond la forme que dalle. Tu vends les chaussettes. Ah merde, ouais, c'est pas faux. Et en effet, tout ce qui est textile et chaussures, c'est une grande partie des revenus de cette belle entreprise qui aujourd'hui c'est 15 milliards d'euros, Decathlon. 2000 magasins, 100 000 collaborateurs, c'est devenu gros. Et puis on fait le tour du monde, écouter les attentes des gens, qu'est-ce qu'ils ont à dire les gens par rapport à nous. Et puis on était un jour en Suisse, et il y avait une dame tout au fond, et elle se levait, elle n'avait rien dit. Et elle a dit, c'est bien beau ça monsieur, mais quand est-ce que vous allez faire du bien? Pas de réponse, parce que je croyais qu'on faisait du bien, parce qu'on est égocentré, parce qu'on croit qu'on est les meilleurs du monde. Quand est-ce que vous allez faire du bien? Et justement, à ce moment-là, moi, je reste dans le net zéro. Je me suis dit que de réduire le carbone jusqu'au zéro, c'est déjà bien, c'est suffit. Et puis, cette question-là, quand est-ce que vous allez faire du bien? Ça reste, et c'est toujours resté. Et donc, j'ai parti sur une grande croisade, que je suis toujours dedans. Qu'est-ce qu'on va faire du bien? Du coup, je sais c'est un peu tôt un vendredi matin pour un truc aussi dégueu, mais j'y vais vite. En fait, je me suis rendu compte, ça c'est le schéma de Bill Reed, donc il y a 5 modèles conventionnels d'affaires. Tout à gauche, c'est le conventionnel, ça c'est l'entreprise qui va faire le minimum de ce qu'il faut faire côté écologique, parce que sinon on va se faire taper sur le doigt. Donc en fait, on fait parce qu'on doit le faire. Conventionnel, on s'en fout, mais on le fait. Après, on a Green. Green, c'est sûrement la plupart des entreprises qui sont là aujourd'hui, c'est Decathlon. Green, c'est, tiens, notre passé, c'est pas ouf. On vient d'un endroit pas très beau. On fait des externalités négatives quand même. Notre carbone, c'est pas génial. On peut faire mieux pour la société. Bon, on va mettre en place les choses. Green. Et jusqu'au-là, le milieu, sustainable, ce qui était avant la Dame de Lausanne, que je l'appelle, le milieu, ça, c'était mon but. Arriver à zéro. Le net zéro. Et puis, ce question, quand est-ce que vous allez faire du bien, m'a ouvert, en fait, la voie de droite. Donc, je veux maintenant être à droite. Pas politiquement, mais droite là, vous voyez? Ce droite-là. Et donc, je vois qu'en fait, il y a autre chose. Mais si on a fait autre chose qui va au-delà de RSE, donc on voit le 4e modèle qui est restauratif. Donc, faire des choses pour réparer le mal qu'on a pu causer à l'environnement et l'écologie, la société.
Et puis enfin, il y a un truc qui s'appelle régénératif, dont on en parle beaucoup en ce moment. C'est bien, il y a 10 000 définitions. Ça, c'est le sujet qui me passionne depuis des années. Régénératif, quand est-ce qu'on va, en fait, on va repayer le dette écologique qu'on a pris si longtemps et commencer de rentrer en symbiose avec le vivant. Beaucoup de jolis mots, Charlie, mais comment on fait? Je ne sais pas, donc je plonge dedans moi-même. Je cherche les entreprises qui font ça déjà. Et donc je me suis dit, je vais embarquer sur une mission de voir qu'est-ce que ça veut dire être régénératif, faire du bien. Regenerative business, pour moi, les entreprises régénératives, c'est ceux qui enrichissent la vie. Sauf que je n'ai pas appris ça à l'école. Les entreprises enrichissent la vie. Ah non, merde. Moi, j'ai appris un truc qui veut dire les entreprises sont là pour vendre des produits et des services et du coup, on va faire des bénéfices qu'on va rendre aux actionnaires. Et tout va bien. J'ai appris ça dans 3 subdeco. Donc, OK, j'ai une nouvelle définition. Quand est-ce qu'on va faire du bien? Bon, il faut viser ça. Après, je suis plutôt de l'avis qu'il faut des gens pour mener cette transition. Donc, il faut un certain posture de leadership que jusqu'au-là, peut-être je n'ai pas eu. Donc, regenerative leadership, qui est mon sujet, c'est un style de leadership qui est inspiré par la sagesse de la nature. Un style de leadership inspiré par la sagesse de la nature. À ce moment-là, je perds normalement les équipes commerciales au CFO. Parle-moi de comment je peux réduire mes coûts et maximiser mes bénéfices. OK, mais on peut, si on adapte à une nouvelle chose, mais on peut créer de la valeur avec un S, donc j'avance. Parce que je suis convaincu qu'il n'y aura pas ce passage à droite si on n'a pas un leadership qui l'accompagne. Sinon, ça reste juste les jolies affiches sur les murs. Hein. Donc, du coup, on m'explique, je plonge dedans. Finalement, je quitte Decathlon. Je ne sais pas si j'ai fait un bon choix, mais c'était il y a déjà 3 ans. Je quitte Decathlon pour plonger royalement dedans. Decathlon, c'est une jolie entreprise, mais vous connaissez le modèle. C'est la vente des produits uniques. Et donc, c'est un projet volumétrique, tout simplement. Donc, je quitte pour être libre, pour explorer plus en profondeur. Et j'y vais à l'encontre des gens. Déjà, les gens ils disent, bon, déjà, il faut que tu comprennes du data. Donc ça, c'est super important. Ça, c'est un autre keynote qu'on ne fera pas aujourd'hui. Mais regenerative leadership, c'est vraiment la capacité de comprendre ce qui se passe dans le monde. Arthur Keller, il fait ça très bien. Expliquer que nous avons déjà atteint 6 des 9 limites planétaires. Bon, je pourrais parler 3 semaines, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais comprendre le data. Après, on m'invite, on dit, Charlie, il faut que tu explores ta relation avec le stress et comment Charlie, tu ajoutes le stress au système déjà stressé. Moi, je ne suis pas stressé. Je mets des chemises aux fleurs, tout va bien. Et j'ai fait un séminaire de management bienveillant en 2014. Je suis gentil, moi. Il dit, ouais, OK, mais toi, tu es exigeant. Toi, tu aimes beaucoup que le rapport, on appelait ça le rapport DPEF à l'époque. Tu veux bien que ça soit parfait. Et tu veux bien que ce soit lundi matin. Et donc, tu mets une pression auprès de tes équipes, qui sont déjà, les équipes RSE en France, je pense que c'est parmi les plus démunies et les plus stressées de tout. Donc, on m'invite à investiguer ce stress que j'ajoute à un système déjà stressé. Les gens stressés ajoutent du stress à l'environnement stressé déjà, qui rend le stress sur les gens et sur les entreprises. Ah, putain, chaud. Donc, et c'est pas fini. On me dit, Charlie, faut que tu plonges dans ce qu'on appelle la story of separation. Vous comprenez? Histoire de separation, ouais. En fait, c'est le moment où on se sépare de la nature. Parce qu'en fait, le sujet du matin, regenerative leadership, n'est rien de nouveau. Ce n'est pas un nouveau truc. C'est un truc d'ancien. C'est un truc d'antan qu'on a oublié de faire. Et en fait, quand on plonge dans l'histoire, on regarde que, en fait, on se séparait de la nature dans le XVIIIe siècle, à peu près au même moment que la révolution industrielle, qui nous a rendus efficaces. Et nous a donné des termes comme ressources humaines. Donc les humains sont maintenant les ressources. Putain. Et donc moi, j'ai appris à l'école, en plus que la nature, elle est là pour être exploitée. C'est quelque chose qu'on peut utiliser, et en plus, non seulement il est là pour exploiter, il est bien de le faire. Waouh! Donc on plonge dans cette histoire et on nous invite, mais quel est mon rapport avec l'histoire de séparation? Et vous, dans votre activité, comment vous faites pour renouer avec la nature? Ou est-ce que votre activité aujourd'hui, ça repousse davantage cette histoire de séparation entre l'homme et la nature? Seventh generation thinking, on me dit, Charlie, quand tu prends une décision
C'est pour 3-4 ans. Oui, c'est ça. Bah, oui, c'est mon mandat, c'est ce qu'on fait dans l'entreprise. Oui, mais non. Aujourd'hui, je t'invite de réfléchir. Quand tu prends une décision dans une entreprise, aujourd'hui, essaie d'imaginer le 7e génération. Comment l'impact de la décision aujourd'hui, ça a impacté la 7e génération? On peut appeler aussi ça cathedral thinking. Le fait que chaque architecte ou chef d'œuvre d'une cathédrale n'a jamais vu terminer. C'était toujours 130 ans après, à peu près. Lui s'appelle Galahad Clark. J'adore son nom. Galahad, putain. Galahad Clark. Qui a mis les Clarks à l'école? Les Clarks à pied. Ouais, vous, ouais. Bon, c'est un Clark. 7e génération aussi. Et puis lui, il a vu, il se posait des questions avec son frère, Asher. Il se dit, tiens, construire 150 millions de paires de pompes par an peut mieux faire quand même. Il voyait l'effet de cette génération de faire des chaussures. Et en fait, les chaussures font quoi? Le marché des chaussures, c'est quoi? De plus et plus, les chaussures doivent être confortables, d'avoir un bon amorti, un très bon maintien. Et en fait, ça nous sert perdre du sol, de plus et plus. Lui dit, on va faire la marche inverse. Pour reconnecter avec le sol, moi, j'avais des semelles ultra fins qui permettent le pied de rentrer en contact avec le sol. Donc, il prend le marché au contre-courant. Parce que ce que Galahad dit, il dit, nous avons construit notre mode de vie moderne sur la conviction que nous sommes séparés de la nature, mais la vérité que nous sommes la nature. Donc, regenerative leadership, c'est aussi de renouer avec ce fait que nous sommes la nature. Il n'y a pas l'homme et la planète, c'est le vivant dont on fait partie. C'est qui lui? Ça vous dit quelque chose? L'économiste du matin. Bon, lui, c'est Milton Friedman, l'économiste américain en 1970. Il a créé au New York Times en disant justement ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'entreprise doit juste faire un paquet de thunes et c'est tout. Hein. Aujourd'hui, je suis sûr que s'il était là, parce qu'il était quand même, il avait un bon côté social, et il était très malin, et aujourd'hui, il regarderait que l'entreprise créait des externalités négatives qu'il faut rentrer dans le bilan. Sauf que l'entreprise d'aujourd'hui, on fonctionne un peu comme le modèle des années du XXe siècle et les 30 années glorieuses. Ça nous invite, dans le regenerative leadership, de peut-être imaginer une définition d'une entreprise. Et moi, je préfère celui de l'Economics of Mutuality, qui dit que peut-être le but de l'entreprise du futur, c'est de trouver des solutions profitables et scalables pour résoudre des problèmes mondiaux. C'est pas mal, ça. Donc, je plonge dedans, je rencontre les gens, je vais dans les séminaires, il y a des Anglais en chemise qui blablatent. Et puis, on me dit, hey, les saisons, tu les connais, Charlie? Je connais les saisons, j'ai appris à l'école. Et on dit, ouais, mais, OK, les saisons, est-ce que tu te rends compte que l'être humain, c'est la seule espèce qui vit que 2 saisons? Bah, comment ça? Bah oui. Bon, là, la nature, il y a 4 saisons, et puis nous, on fait que 2. Il n'y a pas le temps pour l'automne-hiver. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui nous pend sur le nez, nous, les entreprises, les structures RSE, nous avons besoin de changer la manière qu'on fait des choses. Sinon, on fait ce qu'on appelle incremental innovation pendant le printemps et l'été. Mais ce qu'on a besoin, c'est de faire du radical innovation. Et ça se passe quand on prend le temps. Ça se passe quand on prend le temps. Je vous donne un exemple. Je vais prendre un produit complètement par hasard. Disons une tonte que tu jettes dans l'air et ça fait... OK? Allez, prends ça. OK, je suis à 2 secondes. OK? C'est un produit qui a 20 ans. J'étais là à son lancement, littéralement, été 2005. OK? Ce produit-là, ça cartonne. Ça change la manière que les gens ils font du camping. Donc, prototypage, essai sur le marché, c'est le printemps. On met au magasin, ça cartonne, on vend tout, c'est l'été. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on rebolote, on dit ça cartonnait, on va recontinuer de cartonner. Donc on repasse en mode printemps, direct. Comment on fait? Bon, on fait plus grand, on fait 3 secondes, on fait rose, on fait noir, on fait avec un smiley, et on continue, et ça cartonne. Et puis on revient en printemps. Et finalement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on n'a jamais pris le temps de se poser les questions. Mais qu'est-ce qu'on a fait, en fait?
Qu'est-ce qu'on a fait là? Est-ce qu'on a résolu un problème? Est-ce qu'on a traité... on a fait quoi? Oui, les gens qui viennent au festival, ils sont contents. Hein. Est-ce qu'on a résolu le problème de logement, habitation? On a puisé toutes ces ressources de quelque part. De où? Par qui? Printemps-été. On appelle ça innovation en délire. Donc, le Regenerative Leadership nous invite de vivre les 4 saisons, qui va dire, en automne, réfléchir, et pas si en hiver, il y a un moment de rien. Encore une fois, là les CFO, les commerciaux, ils ont parti, là, à ce moment-là. C'est pas grave. Ils reviendront. Du coup, il y a des exemples, il y a des plus et plus. Je n'ai choisi qu'une aujourd'hui. Vous connaissez cet exemple peut-être? L'entreprise, c'est Expansiance, belle entreprise française, 325 millions de chiffre d'affaires. Le produit phare, vous connaissez, la lingette Mustela. C'est une équipe des dirigeants, quasiment que des femmes. Ils ont fait un trajectoire avec le CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui va vers un modèle régénératif. Et se sont dit, en fait, on ne peut pas se dire qu'on va vers la droite régénératif, restauratif avec la nature, européenne, non dette écologique, en vendant ce produit-là. Donc, ils ont déjà décidé d'enlever ça de leur gamme. 20% de leur chiffre d'affaires. Waouh, c'est très intéressant. Quel courage, on va voir ce qui se passe. Je n'ai pas encore des infos comment ils pensent d'y remettre ce revenu, mais je pense qu'il passe. En tout cas, on voit l'arrivée d'un autre modèle, on pourrait appeler ça le démarketing. Normalement, c'est le moment d'une conférence où la personne ils disent une citation bien inspirante. C'est le moment. Et cette citation-là, moi, j'utilise depuis bien longtemps, mais depuis 2 ans, je m'applique à moi-même maintenant. Parce que, voilà, blablater, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Buckminster Fuller, l'architecte que j'adore, afin de changer un paradigme existant, vous n'avez pas à changer le modèle problématique, vous créez le nouveau modèle et rendez l'ancien obsolète. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose à se rendre compte, c'est que, en fait, il y a des schémas dégénératifs dans toutes nos activités commerciales. Et à un moment donné, il faut dire, ça s'arrête avec moi. C'est exactement ce qu'ils ont fait, Mustela. Ça s'arrête avec moi. J'ai dû quitter Decathlon parce que je n'avais pas le pouvoir, évidemment, de dire aux mouliers, en fait, vos milliards de dividendes ne vous touchera plus. Non. OK, donc c'est OK, j'essaie d'aider à notre manière, pour changer le regard. Première question que je me pose, c'est quel est mon rapport avec le sol? Ça, c'est une question pour nous tous. Si vous êtes dans la banque, si vous êtes dans l'assurance, le sol est tout. Un sol en bonne qualité, ça veut dire les gens en bonne santé, ça veut dire les entreprises en bonne santé. Il y a un lien entre toutes les entreprises et le sol. Pour certains, c'est moins évident que d'autres. Du coup, c'est le moment de faire le grand écart, en fait. Le grand écart, parce que tout ça, je raconte un monde utopique où on va rentrer en symbiose avec le vivant, trouver des modèles scalable qui ne créent pas des negative externalities, sauf que le système aujourd'hui, tel qu'il est décrit à Subdeco, quand j'y étais, et Milton Friedman, notre économiste sympa, il dit le contraire aujourd'hui. Et si on arrête aujourd'hui le base de nos business models, ça va être le cata. Donc il faut en fait commencer à faire le grand écart. Et c'est ça que j'essaie de faire avec mes activités. Donc à gauche, c'est mon activité de consulting qui est un peu normale. Eagle Spirit, qui est un twist extrêmement écologique. Et l'entreprise du futur, ce que je crois, qui est juste à côté, qui s'appelle Ferme Lecoq. Ferme Lecoq, entreprise du futur, pas rentable, méconnue. Beaucoup de cynicisme, mais j'y vais quand même. Il faut prototyper dès maintenant. C'est Eagle Spirit qui m'a fait vivre. Connaissez Château Palmer? Non, Château Palmer, c'est des voisins. C'est un deuxième grand cru classé, Margaux. C'est un bon vin. C'est un bon vin. Moi, je connais rien dans le vin, un peu mieux en chemise. Et puis, Château Palmer, il m'invite il y a 2 ans. Moi, je dis, mais pourquoi vous voulez discuter avec moi? Je connais rien dans le vin, rien. Ils disent, nous, on sait tout dans le vin. C'est pas un problème, ça. Par contre, le reste, c'est truc régénératif. Comment ralentir?
comment travailler avec un écosystème, comment être collaboratif, ça on connaît un petit peu moins. Donc je commence à travailler avec Château Palmer. Et je travaille toujours avec eux, en tant que consultant. Et désolé, encore un truc un peu indigeste, mais on va y aller quand même. Il est très important que je corrige une erreur que j'ai faite chez Decathlon. Quand je travaille sur l'entreprise du futur de Decathlon, le but, c'était d'amener les gens à la Lune. Voilà, rêve grand. C'était même mon mandat que le CEO m'a filé. Fait rêver les gens. Dreamweaver, on appelait ça. Sauf que quand tu ramènes les gens à la Lune, il ne faut surtout pas les laisser. C'est pas cool, il n'y a pas d'ambiance. Il faut les descendre. Il faut les descendre pour qu'ils soient confortables. Donc je voulais un peu corriger la manière de faire les choses. Donc je découvre le modèle des 3 horizons de Bill Sharp en 2017. Et je me suis dit, ça c'est malin. Je vais maintenant appliquer ça à tous les travaux et tous mes clients. Les 3 horizons, ce n'est pas court terme, moyen terme, long terme. Et ça, c'est super important à piger. Parce que le court terme, moyen terme, long terme, qu'est-ce qu'on fait autant d'entreprises? On va rester dans le court terme. Parce que c'est ça qui est écrit sur mon job description. Et les attentes des actionnaires, c'est ça. Les 3 horizons, il y a toujours 3 horizons. Ce matin, c'est le 2 avril, il est 9h45. Le mercredi matin, il y a 3 horizons. Horizon 1, 3 ans. Horizon 2, 6 ans, mais qui commence aujourd'hui aussi. Et horizon 3, ça commence aujourd'hui, c'est pour préparer l'avenir d'ici 30 ans. C'est le modèle utopique régénératif qui est déjà là, on le voit en bas à gauche. Par contre, si on met tous les œufs dans le même panier de H3, ton business, il ferme, hein, clairement. Donc, on se trouve toujours dans un H1 où c'est un peu business as usual, en haut à gauche. Un autre schéma qui représente le truc un peu meilleur. H1, il est plus gros. C'est parce que l'intensité doit être là aujourd'hui. L'intensité du travail. Si on rate H1, bon courage pour la suite. Moi, j'ai pris le choix d'ignorer H1. Et ce n'est pas toujours facile. Donc, je suis dans le H2 et le H3. Tous les 3 horizons commencent aujourd'hui. Il faut préparer l'avenir. Donc, comment je vois les choses? L'avenir régénératif, holistique, qui va faire revenir la vie, recréer de la vie, c'est plutôt notre but. Travailler en mode écosystémique, reconnecter les gens avec la Terre, reconnecter les gens avec eux-mêmes, avec les autres, avec la nature. C'est le but. Ça commence aujourd'hui en H3. Holistic Regeneration. Sauf qu'on n'est pas encore très câblé pour cela. C'est bien d'avoir ça en vue, par contre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 horizons. On a horizon 1. Horizon 1, résilience. Donc, en fait, c'est continuer de faire un peu ce qu'on fait en créant moins d'externalités négatives aujourd'hui. On peut appeler ça la RSE, hein. Mais c'est essentiel. Hein. On ne peut pas sauter tout de suite à H3, sauf si c'est moi. Et bon, je prends mes risques. Résilience, RSE, essentiel. Mais il ne faut pas oublier la robustesse. La robustesse, pour moi, c'est quoi? D'ailleurs, lisez un super truc de Olivier Hamon qui s'appelle Antidote de la performance. C'est magique, ça coûte 3,90 €. Ce petit livret, c'est magique. Moi, je l'offre à tout le monde. Robustesse, c'est notre capacité de tenir pendant toutes les séries de polycrises qui sont déjà en train d'arriver. Okay? Robustesse, ça nous ouvre la voie à innovation. Ça nous ouvre la voie à autre chose et à un nouveau levier de croissance. Si vous connaissez le vin bordelais, vous saurez que 2024, c'était une année assez difficile, avec une récolte massive en baisse, avec un prix de marché en baisse. Le vin bordelais, le futur n'est pas génial. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez 60% de quelque chose en 10 ans ou 100% de rien du tout, si vous ne changez pas? Ça veut dire que s'il y a 60%, ça veut dire comment on va remplir les caisses avec autre chose. Ça doit nous permettre d'innover et rentrer dans une situation un peu plus robuste. Les 3 horizons, c'est ce que j'essaie de stratégiser chez les clients aujourd'hui. Avec un succès, parce que les actionnaires doivent être rassurés par cette démarche. Et on est rassurés par le horizon 1, qui est RSE. Donc, je fais quoi, moi? Quand j'aime bien vous connaissez les 5 why, les 5 whys? Ouais, c'est une espèce de discernement, questionnement. Pourquoi tu fais ça? Parce que, pourquoi? On pourrait aller loin.
Et donc, ce que j'observe, pourquoi la transition écologique, elle a du mal, on a parlé ce matin, elle a du mal à prendre. Il y a deux choses, on tire sur le fil. Il y a la peur, sur un côté, la peur du changement, mais il y a surtout le manque de temps. Pour moi, le temps qualitatif. Okay? C'est ça que j'observe chez les dirigeants. Moi, je suis devant les dirigeants tous les jours. Vous êtes intelligents, vous comprenez le truc. Donc, what's up? What's up? Peut-être un manque de temps. Un manque de temps de déployer, un manque de temps de ralentir. Donc, j'ai créé un lieu qui s'appelle Ferme le Coq avec la promesse « Rewild your time ». Je préfère en anglais, parce que « re-ensauvager », j'ai du mal de dire. Re-ensauvager. On parle beaucoup de re-ensauvager la nature. Sauf que la nature n'a pas besoin de nous. Il a besoin simplement qu'on le laisse tranquille. Nous, on a besoin de re-ensauvager notre temps. Le temps des dirigeants aujourd'hui, je pense que c'est votre truc le plus précieux et le plus rare que vous avez. Et peut-être que ce n'est pas assez bien utilisé. Il y a deux types de temps, ou trois selon les Grecs. Il y a le chronos. Le chronos, c'est lui-là qui dit « Charlie, vous avez 4 minutes, après c'est fini ». Notre vie est réglée par le chronos, et heureusement, sinon c'est le chaos. J'ai un train, j'ai un rendez-vous, il faut que je cherche les gosses, 16h30. OK, mais notre vie est menée par chronos. Et chronos nous dicte que le temps devient de plus et plus rare, et quand quelque chose est très rare, nous avons peur de ne plus en avoir assez, et en plus, l'autre effet qui se coule, c'est qu'on a peur que ça va nous impressionner davantage. J'ai pas assez de temps. Qu'est-ce que je vais faire avec le temps? Du coup, j'invite ceux qui viennent chez moi d'expérimenter le deuxième type de temps qui s'appelle kairos, qui est un mot grec qui veut dire opportune. Et donc, quand ils viennent chez moi, ça, c'est un groupe qui sont venus pendant 3 nuits, 4 jours sur « Venez, on va voir ce qui se passe ». Ça, c'est difficile à vendre à nos CFO, à nos services commerciaux. Comment ça, on va voir, mais il n'y a pas d'agenda, comment je vais payer, je vais mettre du temps. Hein. Donc oui, j'expérimente avec les kairos. Je vais au bout de l'idée, hein, je fais exprès. Pour voir ce qui se passe. Et ce qui se passe quand tu laisses kairos rentrer dans ton paradigme, c'est que tout ce que tu voulais faire, de toute façon, c'est acquis, et encore plus davantage. Il n'y a pas d'agenda. Et il n'y a pas de l'heure pour le manger, on mange quand on a faim. Il n'y a pas l'heure d'avoir chaud, il n'y a pas l'heure d'aller aux forêts, on fait en fonction. Et on vient qu'avec des intentions. On vient avec des intentions. Et c'est ça que j'essaie de le faire aujourd'hui, pour justement avoir un rapport avec le temps qui est plus qualitatif. Évidemment, je suis le rythme de la vie, donc moi je ferme le 26 octobre et j'ai réouvert le 15 mars. Je devais reprendre consulting le 2 janvier, parce que les enfants, ils aiment bien manger. Et là, devient quelque chose d'intéressant. Parce que quand je parle avec mes parents, alors, donc, ma mère, qui est juive et qui est businesswoman, elle dit, OK, donc tu fermes le 26 octobre, donc tu es en vacances, hein, c'est ça? Non, non, non. Le temps de hivernage, qui est tout à droite, ce n'est pas des vacances. C'est le moment de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon modèle? Est-ce que je dis ce que je fais? Et en quoi je peux changer les choses pour ne plus rentrer dans un système infernal d'innovation en délire. C'est une expérimentation. Bon, écoutez, j'arrive à la fin, parfait. Pour moi, un super journaliste comme Fabrice m'a demandé il y a quelques mois, c'est quoi le regenerative leadership? J'ai répondu, parce que j'avais les ongles très sales, ben, c'est ça, avoir les mains sur la terre, qui paraît très évident pour moi, un peu moins pour les autres. Mais un message que j'ai envie de partager avec vous, c'est aujourd'hui, si on va aller vers la droite de ce schéma qu'on a vu tout à l'heure, et si on doit développer un nouveau rapport avec le temps qui est nécessaire aujourd'hui, bah, va falloir lâcher prise. Lâcher prise. Et il va falloir admettre qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. On n'est pas des créatures surhumaines. Et il va falloir soit super honnête et transparent avec nous. Lâcher prise, c'est ce moment-là où je devais monter toute mon énergie à faire « let's go ». Mais ce n'est pas vraiment « let's go », c'est plutôt « let go ». Let go.
de ce qu'on a pu entendre, apprendre. C'est le moment des apprentissages. Même si on a bien dit que H1, il est toujours là. Et on doit toujours faire des choses. Ça, c'est 3 entités en France qui pouvaient vous aider. Vous voulez plonger dans la régénération. CEC, Lumia et Access Climate, c'est des très, très bons débuts. Tout est en français. Et ça, c'est moi fini en 3, 2, 1. Merci beaucoup.